Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous parle d'une technique de composition utilisée dans la musique contemporaine, le sérialisme. Les dernières décennies du 19e siècle marquent la fin de la grande période classique et romantique avec un langage commun qu'on appelle la tonalité. La tonalité est un système hiérarchique de gestion des hauteurs. Ça veut dire que nous trouvons un son principal, la tonique, et puis des sons satellites, on pourrait dire, qui sont liés par une sorte de force de gravité à cette tonique. On a donc non pas une démocratie des sons, mais plutôt un système hiérarchique avec un son principal et des sons secondaires ou affiliés. C'est ce qu'on trouve dans les indications de titres de l'époque, par exemple sonate en fa majeur ou symphonie en mi bémol majeur. Dans une telle symphonie, la note mi bémol est la note principale. On commence souvent par celle-là et on termine aussi par un mi bémol. Et puis les autres hauteurs sont liées par une sorte de force gravitationnelle d'attraction entre ces différentes notes et puis cette note principale qui reste sous-entendue tout au long de la pièce. On peut prendre comme exemple la symphonie en sol mineur de Mozart. On va avoir au début de celle-ci la note sol répétée très souvent, ici à la basse par exemple, et puis certaines notes qui sont beaucoup plus présentes que d'autres, le sol évidemment, le ré aussi, et puis parmi les 12 possibilités de notes qui existent, donc do, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse, etc., on va avoir statistiquement certaines qui sont très présentes, alors c'est le cas du sol, et puis certaines qui sont quasiment jamais entendues, ou en tout cas pas avant très longtemps. C'est le cas notamment dans le début de cette symphonie de la note mi, du si ou du la bémol qu'on n'entend pas du tout. Ce système hiérarchique, la tonalité, a vraiment fait ses preuves durant les siècles du classicisme et du romantisme, mais à force d'utilisation, on tend à l'épuiser un tout petit peu. Les différentes relations entre les sons deviennent trop habituelles et donc on essaye de renouveler ce langage. C'est ce qui se passe à partir du milieu du 19e siècle et on a des compositeurs comme Wagner ou bien Liszt dans ses dernières œuvres, Bagatelle sans tonalité ou d'autres. On a vraiment une élongation de cette force gravitationnelle jusqu'à ne plus percevoir ce centre de gravité. Au tournant du siècle, on va multiplier les expériences personnelles pour s'affranchir de cette tonalité. C'est le cas avec Debussy par exemple, mais aussi avec Stravinsky dans ses œuvres russes bien connues, Le Sacre du Printemps, Petrouchka ou auparavant L'Oiseau de Feu. Et puis à Vienne, on a quelques compositeurs, Arnold Schoenberg et puis deux de ses élèves qui deviendront ses amis, Anton Weber et Alban Berg, qui écrivent une musique nouvelle. Arnold Schoenberg reflète bien cette évolution de la musique au tournant du siècle. Il a une première phase de composition qu'on appelle post-romantique, donc qui suit le romantisme, des œuvres toutefois tonales. On peut citer notamment La Nuit transfigurée. Après cette période, à partir de 1908 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on a une période qu'on appelle atonale ou atonale libre, avec le livre des Jardins suspendus ou bien encore son célèbre Pierrot lunaire. C'est des œuvres en fait qui vont faire disparaître ce centre de perception, cette tonalité qui sert d'étalon pour mesurer l'éloignement des différents sons. Donc ici, on a une sorte de démocratie qui s'installe entre les différentes hauteurs. La tonalité supprime l'existence d'un son principal au détriment des autres et durant cette période, Schoenberg va avoir une sorte de panne d'inspiration. Il va essayer de chercher des nouvelles voies. Ça se reflète très bien dans une de ces citations que je peux vous lire ici. Après nombre de tentatives infructueuses pendant environ 12 ans, je pus établir les fondations d'un nouveau mode de construction musicale qui me parut apte à remplacer les différenciations structurales découlant auparavant de l'harmonie tonale. J'ai nommé cette méthode de composition avec 12 sons qui n'ont d'autre parenté que celle de chaque son avec chaque autre. Il précise un tout petit peu plus loin cette fameuse technique qu'il appelle en allemand la 12-Tone-Technik, technique avec 12 sons ou dodécaphonisme. Cette méthode consiste essentiellement dans l'emploi constant et exclusif d'une série de 12 sons différents, ce qui veut dire naturellement que cette série ne répète aucun son et qu'elle utilise les 12 notes de la gamme chromatique mais prises dans un ordre différent.
elle n'est en aucune façon identique à la gamme chromatique. Ce que veut dire ici Schoenberg, c'est qu'il va utiliser cette gamme chromatique, normalement c'est Do, Do dièse, Ré, Ré dièse dans l'ordre, mais ici il va simplement les mettre dans un ordre tout à fait aléatoire, ou en tout cas où les notes ne se suivent pas, pour supprimer toutes les hiérarchies. Alors vous pourriez m'objecter que Schoenberg avait déjà réussi cette chose-là dans sa période précédente, donc dans la tonalité simple, normale, mais en réalité, avant, dans ces œuvres-là, on pouvait avoir encore des centres de perception forts. Même si ce n'était pas une tonique, l'oreille pouvait se raccrocher à quelques notes, à quelques éléments qui apparaissaient plus souvent, qui étaient répétés plus souvent. Ce qui veut dire que statistiquement, on pouvait trouver des notes ou des accords, des agrégats qui réapparaissaient plus fréquemment que d'autres notes, et donc on n'avait pas tout à fait supprimé toutes les hiérarchies auditives. C'est justement pour ça que Schoenberg instaure une de ses règles principales, qui est la règle de non-répétition. Ce qui veut dire que chacune de ces notes-là ne peut pas être répétée avant que les 11 autres soient répétées. Donc si par exemple vous avez un Do dièse, vous ne pouvez pas le réutiliser avant d'avoir utilisé le Ré, Mi bémol, Fa, Fa dièse, etc. dans le désordre évidemment. Et c'est donc cette règle de non-répétition qui permet d'avoir statistiquement exactement le même nombre d'occurrences pour chacune de ces notes. Évidemment, une composition musicale ou une pièce ne s'arrête pas à ces 12 notes, à cet énoncé d'une série, ça ferait des pièces extrêmement brèves. Sinon, l'idée ici, c'est qu'on peut ajouter des transformations sérielles qui sont au nombre de 3 sur cette série initiale. Alors, on commence évidemment par l'origine, par la série originelle qu'on appelle souvent P. J'ai pris ici un exemple fictif. Vous voyez Si, Si bémol, Sol, Do dièse, Mi bémol, Do, Ré, La, Fa dièse, Mi, La bémol, Fa, ça c'est l'origine. Et puis une des transformations sérielles, c'est qu'on peut l'utiliser à l'envers. Donc on va lire depuis la fin jusqu'au début, et c'est ce qu'on appelle le rétrograde. Et donc on va avoir Fa, La bémol, Mi, Fa dièse, La, Ré, Do, Mi bémol, Do dièse, Sol, Si bémol, Si bécard. Une deuxième transformation sérielle est l'inversion, à savoir qu'on va prendre chaque intervalle et puis on va l'inverser. Donc si on monte d'une note, on va descendre d'une note. Si on monte de 5 notes, on va descendre d'une note. En réalité, c'est comme si vous mettiez un miroir en dessous de vos notes et puis que vous lisiez les notes inversées. Donc par exemple, dans notre série d'origine, on commence par Si, Si bémol, donc on descend d'un demi-ton. Dans l'inversion, on va monter d'un demi-ton, donc on fait Si, Do. L'intervalle entre la deuxième et la troisième note, c'est une tierce mineure, donc Si bémol, Sol, vers le bas. Donc dans l'inversion, on va avoir une tierce mineure vers le haut, donc Do, Mi bémol, etc. On construit notre série inversée de cette façon-là. Troisième et dernière transformation sérielle, c'est le rétrograde de l'inversion. Donc on prend l'inversion et on la lit à l'envers, donc où on avait Fa, Ré, Fa dièse, Mi à la fin. Cette chose-là va se retrouver au début de la rétrograde de l'inversion. On a donc ces 4 séries différentes qu'on peut aussi transposer sur les 12 hauteurs de la gamme chromatique. Et donc on a 4 x 12, 48 possibilités au total, 48 séries qui dérivent de l'ADN, donc de la série d'origine qu'on appelle P0. Aujourd'hui, c'est extrêmement facile d'avoir ces séries. On a des petites matrices sur Internet qui nous permettent d'entrer la série d'origine et puis qui nous donnent les 48 possibilités dans un tableau à 4 entrées, donc un cube comme vous voyez ici. Après cette longue période de recherche, Schoenberg publie quelques pièces dans les années 20 à 22 avec ce nouveau système. Une des pièces charnières sont les 5 Klavierstücke, donc les 5 pièces pour piano, opus 23, composées entre 1920 et 1923, qui sont donc constituées de 5 mouvements. Et puis dans le deuxième mouvement, on a une série de 9 notes, dans le troisième mouvement, une série de 5 notes, et puis dans le dernier mouvement, qui est une valse, une série de 12 notes, donc notre fameux sérialisme ou dodécaphonisme. Donc que fait le compositeur dans ce genre de technique? Il va simplement puiser parmi les 48 séries à disposition et puis les agencer d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, ça peut paraître assez rigide, mais en réalité, le nombre d'agencements que vous pouvez faire est proprement faramineux. Et puis surtout, vous pouvez écrire ça d'une façon mélodique, vous pouvez écrire d'une façon harmonique, c'est-à-dire des accords en
ensemble avec la première, deuxième, troisième note, puis un accord suivant avec la quatrième, cinquième, sixième note, etc. Si on regarde cette fameuse valse des Fünf Klavierstücke, vous voyez ici le début, et puis ce que va faire Schoenberg, c'est qu'il va utiliser une série pour les 12 premières notes de la main droite, donc qui vont de la première note à la 12e note, et puis une autre série pour écrire la main gauche, et donc vous avez un agrégat dans la première mesure, un autre dans la deuxième mesure, et puis un troisième dans la troisième mesure, et ça fabrique une deuxième série. Et puis une troisième série va débuter au système suivant. Et donc vous voyez qu'évidemment on peut varier les agencements presque à l'infini. Je vous propose d'écouter le début de cette pièce pour piano. L'opus 23 est un essai, évidemment, et c'est véritablement dans l'opus 25, donc la suite pour clavier, qui date de 21-23, qu'on a vraiment un tournant dans la pensée sérielle avec un ordre immuable des 12 sons, on ne peut pas intervertir les notes, et puis aussi ces procédés de transformation typiques de la musique dodécaphonique, donc rétrograde, inversion, rétrograde de l'inversion. Un élément important du dodécaphonisme, c'est le recours à des formes qu'on pourrait appeler néoclassiques, à savoir que la gestion des hauteurs est tout à fait novatrice par le système des séries, mais la gestion de la forme, donc du déroulé de la pièce, et puis aussi de l'organisation métrico-rythmique, lui, est plus traditionnelle. C'est typique justement dans cette pièce, il s'agit d'une suite, et donc ça fait référence à la suite baroque évidemment, où vous enchaînez une série de notes, de danses. Donc ici, vous allez avoir un prélude au début, ensuite une gavotte, une musette, intermezzo, menuet, trio, menuet et puis une gigue. Chez Schoenberg, on a donc une séparation assez forte entre la forme et le style ou la technique. Le style est extrêmement novateur par ce sérialisme, alors que la forme, elle, est plutôt traditionnelle. Donc la chose qui organise la pièce fait référence à des pièces bien souvent du passé. Je vous propose d'écouter un extrait de la gavotte, qui est donc une danse binaire, et vous allez entendre certaines hiérarchies présentes, plus dans les hauteurs évidemment, mais ici une hiérarchie métrico-rythmique, puisque vous avez chaque fois quelque chose à deux temps qui revient incessamment. Évidemment, ça ne sonne pas comme une gavotte traditionnelle, puisque le matériau mélodique, lui, est tout à fait hors de la tradition des danses baroques. Si Schoenberg réussit à supprimer toutes les hiérarchies en termes de hauteur par ce sérialisme ou ce dodécaphonisme, ça n'est pas le cas dans tous les autres paramètres musicaux, et notamment le rythme ou le mètre qui est extrêmement présent et qui fait référence à la tradition classico-romantique évidemment. La nouvelle génération de compositeurs qui émergent après la Seconde Guerre mondiale et qui sont actifs après 1948, grosso modo, va faire table rase complète de tout cet héritage classico-romantique et aussi de cet héritage plus immédiat qui vient donc de l'entre-deux-guerres, qui a été un échec globalement pour eux, puisqu'elle a mené encore une fois à un grand conflit, donc la Seconde Guerre mondiale. Ces compositeurs vont appliquer les principes de Schoenberg, donc de la série, à tous les autres paramètres afin de casser les dernières hiérarchies présentes. Et donc on va sérialiser les hauteurs évidemment, mais aussi les durées, donc les rythmes, les intensités, c'est-à-dire les nuances, piano, forte, le mode de jeu aussi, donc les accents, les traits, les points, les liaisons et parfois aussi les timbres, donc quel instrument joue. Cette technique s'appelle le sérialisme intégral qui se distingue évidemment du sérialisme standard ou du dodécaphonisme puisqu'on va généraliser la technique sérielle à tous les paramètres musicaux. C'est Olivier Messiaen dans une de ses pièces célèbres qui s'appelle Mode de valeur et d'intensité présenté à Darmstadt qui a montré la voie à ces jeunes compositeurs. On trouve dans ce groupe du sérialisme intégral qu'on a souvent appelé l'école de Darmstadt parce que ça se passe à Darmstadt dans un festival de musique contemporaine, notamment Pierre Boulez ou encore Stockhausen.
Ce surréalisme intégral a été à la mode très peu de temps, en réalité une dizaine d'années, donc grosso modo les années 50, et puis par la suite de nouveaux styles sont apparus, où aussi ces compositeurs ont fait autre chose. Il a le mérite d'avoir libéré tous ces paramètres qui étaient asservis à une longue tradition au préalable, mais on a quand même de nombreuses critiques qui se sont élevées contre ce système qui est parfois assez arbitraire, ou en tout cas très calculatoire. Un des problèmes principaux a trait évidemment à la psychologie de l'auditeur, puisque nous ne sommes pas câblés pour entendre certaines choses qui sont prévues par ce système, notamment des variations extrêmement courtes de durée ou d'intensité. Donc ça s'adresse plutôt à la raison calculatoire qu'à notre écoute. Une des critiques les plus constructives de ce système provient sans doute de Elliott Carter, un compositeur qui a traversé tout le XXe siècle. À mon sens, quantité de systèmes récents ne sont pas rationnels du tout. Je veux dire qu'il n'y a rien à redire à ces systèmes en tant que schéma abstrait. Mais ils sont souvent inutilisables à des fins musicales pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont aucun rapport précis avec le désir du compositeur de communiquer toutes sortes de sentiments et de pensées qui, comme je le disais, précèdent logiquement le développement de tout système. Cette absence de lien avec le désir de communiquer du compositeur va de pair avec le fait que ces systèmes sont dépourvus de toute relation avec la psychologie de l'écoute musicale chez l'auditeur. Il faut noter que dans le cas du surréalisme intégral, c'est évidemment ça le but visé. On veut soustraire tout sentimentalisme, tout romantisme, tout sentiment à cette musique pour essayer de se retrouver dans quelque chose d'absolument objectif. C'est lié évidemment au contexte et puis au sortir des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.